Alors, il s'agit de la dernière séance. J'ai abordé la semaine dernière la question des manœuvres stratégiques, à l'issue du diagnostic stratégique que l'on a travaillé pendant tout le semestre. Il s'agit maintenant d'aller vers la dernière étape, l'étape de préconisation stratégique. Pour cela, ça implique de connaître les différentes manœuvres stratégiques. C'est le dernier chapitre que je suis en train de traiter. Et dans le cadre de ce chapitre, je vous rappelle qu'après avoir fait en introduction un panorama des différentes manœuvres stratégiques, on a commencé à aborder les stratégies au sein d'un domaine d'activité stratégique, au sein d'un secteur d'activité, et dans le cas de ces stratégies intra-DAS, j'ai commencé à aborder la question de la domination par les coûts. Je me réfère dans cette partie-là à la typologie des stratégies dites génériques de Michael Porter. Ça, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Je vous rappelle que dans la stratégie de domination par les coûts, l'entreprise vise à satisfaire l'ensemble du segment stratégique, tous les types de clientèle, et elle essaye de conquérir ces clientèles-là, ces différentes clientèles-là, en fondant un avantage concurrentiel sur des coûts plus bas. Des coûts plus bas qu'elle obtient grâce à la courbe d'expérience ou à l'effet d'expérience que j'ai évoqué la dernière fois. Vous rappelez aussi que ces coûts plus bas lui permettent soit de bénéficier d'un effet quantité en vendant plus, parce qu'elle va fixer les prix un peu moins bas, plus bas que les concurrents, soit elle peut bénéficier d'un effet de rente, de marge, en fixant les prix au même prix que les concurrents, mais en jouant sur des coûts les plus bas. Cette stratégie-là, je l'ai déjà traitée la semaine dernière. Je voudrais aujourd'hui aborder la question des stratégies de différenciation. Deuxième stratégie générique, au sein toujours d'un même DAS. Dans la stratégie de différenciation, la source d'avantage concurrentiel est différente. L'entreprise vise toujours à satisfaire l'ensemble des clientèles du segment, du DAS. Mais là, elle va essayer de fonder son avantage concurrentiel, comme le nom l'indique, sur un élément différent. Alors cet élément différent, ça peut être l'innovation technologique, le packaging, la disponibilité du produit, la qualité du produit. Comment on peut être différent sur la disponibilité? Je vais vous expliquer. La qualité du produit, je finis de lister. La marque, la notoriété. En fait, l'entreprise cherche à se singulariser, à être différente. Et c'est pour cela que les clients vont porter leur choix vers les produits de cette entreprise. Alors, comment se singulariser? Par la disponibilité, c'est votre question, mademoiselle. Vous avez des produits, par exemple, ou des services auxquels le client peut avoir accès 24 heures sur 24. Vous avez des épiceries de nuit, par exemple. C'est une stratégie de différenciation par rapport aux grandes surfaces qui ferment à 20h, 22h. Et c'est même une stratégie de différenciation par rapport à d'autres magasins qui vont fermer à 18h. Vous suivez? Donc, l'ouverture, la disponibilité, l'accès aux produits, c'est un élément de différenciation. Ça peut être un élément de différenciation. Des promotions de telle heure à telle heure, est-ce que ça en fait partie? Ah non, là on rentre dans la stratégie commerciale, la stratégie opérationnelle, les promotions, la politique de promotion, alors qu'elle soit dans la durée ou ponctuelle, c'est la politique de promotion. Donc dans cette stratégie de différenciation, je le répète, l'entreprise va chercher à fonder son avantage concurrentiel sur un élément différent. Il y a des fondements théoriques à cette stratégie-là. On va les retrouver dans des travaux des années 50 sur ce qu'on appelle la concurrence monopolistique. Chamberlain, 1956. La concurrence monopolistique, c'est l'entreprise qui va se différencier des concurrents
en jouant sur un élément de différenciation pour obtenir une situation proche de celle du monopole. Par la marque, par exemple, on a une situation monopolistique puisqu'on est les seuls à avoir la marque Coca-Cola, Levi's ou autre. Du fait de cet élément de différenciation, l'entreprise, elle peut choisir soit de vendre son produit au même prix, mais en apportant au client cet élément de différenciation, soit de faire payer cet élément de différenciation une technologie plus innovante, une disponibilité, un service après-vente, une meilleure qualité. Et dans ce cas-là, elle va pouvoir bénéficier d'un surprix. Alors, restons un petit peu sur cet élément que constitue le prix. C'est un élément important dans la décision stratégique. Si l'entreprise demande un surprix, il faut que ce surprix soit justifié, c'est-à-dire que le client reconnaisse comme créateur de valeur l'élément de différenciation. Le packaging peut être innovant, mais finalement le client n'est pas prêt à payer plus cher pour avoir ce produit conditionné différemment. Donc pour pouvoir obtenir ce surprix, il faut que l'offre soit perçue comme différente par le consommateur. D'autre part, pour que cette stratégie soit effectivement pertinente pour l'entreprise, encore faut-il que le surprix n'entraîne pas un surcoût trop élevé. Si cette nouvelle forme d'emballage est très coûteuse, le surprix que le client va accepter de payer risque de ne pas couvrir le surcoût généré. En général, dans ces stratégies-là, l'entreprise va viser des prix à peu près équivalents à ceux des concurrents. On parle de parité de prix avec les concurrents. Et elle va jouer sur cet élément de différenciation. Deux risques pour l'entreprise liés à cette stratégie de différenciation. Le premier risque, il vient de ce que je viens de vous expliquer juste avant, c'est le risque pour l'entreprise de ne pas maîtriser les coûts. C'est-à-dire à vouloir être trop innovant, trop connu, trop disponible, à être différent par le service, on laisse filer les coûts. Ça, c'est un vrai risque parce qu'il y a derrière une perte de rentabilité. Et le deuxième risque, c'est celui de voir son élément de différenciation obsolète, rendu obsolète par la stratégie des concurrents. Vous êtes différencié parce que vous avez innové, mais les concurrents vont imiter. Vous êtes disponible 24 heures sur 24, mais les concurrents vont faire de même. Donc le risque, c'est de perdre son facteur de différenciation du fait d'une banalisation, d'une imitation, d'une obsolescence de ce facteur-là. Cette stratégie de différenciation, elle impose de maîtriser un certain nombre de compétences. En particulier, des compétences en matière de créativité et d'innovation sont souvent nécessaires. Créativité, innovation, ce qui va imposer à l'entreprise d'avoir une certaine capacité de recherche. Si l'élément de différenciation est plutôt d'ordre commercial et marketing, là, il est préférable que l'entreprise maîtrise des capacités commerciales, contrôle peut-être ses réseaux de distribution pour s'assurer de la disponibilité des produits. Il y a donc des compétences spécifiques à maîtriser en lien avec cette stratégie de différenciation.
Par ailleurs, certaines formes d'organisation se prêtent mieux à ces stratégies de différenciation. En particulier, il est préférable d'avoir une bonne coordination entre les services de RD et les services marketing pour pouvoir innover sur des éléments en lien avec les attentes des clients. Donc ça impose une bonne coordination entre les services de recherche-développement et les services commerciaux et de marketing. Il faut aussi, pour réussir dans ce type de stratégie, des éléments de contrôle. Du contrôle de coûts. Alors j'ai dit dans la stratégie de domination par les coûts que c'était un élément essentiel de la réussite de la stratégie de domination par les coûts. Le contrôle des coûts est aussi un élément important dans le cadre des stratégies de différenciation. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour contrôler le surcoût lié à l'élément de différenciation. Mais il faut aussi contrôler qualitativement les produits, la qualité, par exemple. Sur cette stratégie de différenciation, je rajouterai qu'on va la trouver dans des secteurs d'activité qui ont passé le cap de la croissance et qui rentrent dans cette phase de maturité. Vous connaissez peut-être le cycle de vie du produit, hein, où Vernon a montré que le produit passait par différentes étapes, de la phase de développement, puis de croissance, puis une phase de maturité où le rythme de progression du chiffre d'affaires du secteur se ralentit. La demande est plutôt une demande de renouvellement, où les innovations sont moins importantes, plus ponctuelles. Eh bien, dans le cadre de cette phase-là, c'est où la croissance du marché n'est pas si intéressante que ça, si forte que ça, mais les entreprises, pour gagner des parts de marché, pour défendre leurs parts de marché, vont alors mettre en œuvre ces stratégies de différenciation. Alors, pour approfondir maintenant ces stratégies de différenciation, on peut la décliner en deux types de stratégies de différenciation. La stratégie de sophistication et la stratégie d'épuration. Je vais maintenant développer ces deux types de stratégies, sophistication et épuration. Mais avant, j'avais une question dans la salle. Est-ce que la croissance ne peut pas être accompagnée par... un facteur de croissance, bien sûr. De toute façon, toutes les stratégies que je développe au sein du DAS sont des stratégies qui visent à développer le chiffre d'affaires de l'entreprise, à maintenir ou à faire croître la part de marché. Donc derrière, il y a cette possibilité, cet objectif souvent de croissance. Oui, que ça soit domination par les coûts, on essaye de faire du chiffre d'affaires un chiffre d'affaires plus important en développant les ventes par des coûts plus bas et donc des prix peut-être plus bas, ou stratégie de croissance par différenciation, gagner des parts de marché, défendre des parts de marché en jouant sur l'élément de différenciation. Une question dans une entreprise, par exemple, si on prend un produit mais qu'elle donne une nouvelle utilité, par exemple, je ne sais pas, elle va prendre un vélo, elle va le transformer, elle va lui ajouter quelque chose de nouveau qui va faire que ce sera plus un vélo original, normal, mais... un vélo électrique, par exemple. Imaginons. Est-ce que du coup, on va encore de différenciation dans le sens où elle crée un nouveau produit, donc elle crée un nouveau marché, quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? L'élément de différenciation, il n'est pas sur le nouveau marché. Votre question, elle est un petit peu délicate parce que vous la prenez mal. Vous ne la prenez pas par le bon bout. L'élément de différenciation doit être un élément qui permet au produit d'être différent de ceux des concurrents, mais qui doit s'adresser à l'ensemble de la clientèle. D'accord? Donc vous pouvez vous différencier par la technologie. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du vélo électrique, où on a là une innovation technologique qui différencie le produit. Maintenant, ce n'est pas simplement au niveau du produit qu'arrive l'élément de différenciation, mais au niveau global de l'organisation. Par les technologies mises en œuvre, par la qualité. Donc on est au-delà du produit même, au niveau global de l'organisation. Alors ensuite, vous m'avez demandé... Si on pouvait parler de différenciation, parce que
Si dans ce cas-là, il y a un élément de différenciation. Ils ont créé un nouveau produit qui a créé un nouveau marché derrière. Justement, les Mais le problème n'est pas le nouveau marché puisqu'on reste sur le même DAS. On n'est pas créer un nouveau produit, ça peut être une stratégie de croissance par l'innovation. La différenciation peut être un élément qui va conduire à qui va expliquer cette croissance, ce nouveau marché. Mais en général, on reste dans le même DAS. Ça peut être une nouvelle application dans le même DAS. D'accord ? Si vous changez de DAS, c'est de la diversification. Voilà, je voulais mettre cette barrière-là entre la spécialisation et la diversification. Si l'innovation conduit à changer de DAS, on est dans la diversification. Ça, c'est votre terme de nouveau marché est un peu ambigu. Alors, dans les stratégies de sophistication, on est toujours dans la stratégie de sophistication dans le DAS. Et dans ce DAS, on vise à satisfaire différents segments de clientèle. Mais dans la stratégie de sophistication, l'entreprise va satisfaire les clients par le haut, c'est-à-dire en proposant une offre plus élaborée, plus de services, plus de, par exemple, certification qualité, plus de disponibilité du produit. Dans la stratégie de sophistication, on s'adresse bien à l'intégralité du DAS, mais en proposant à la clientèle une offre supérieure. Vous vouliez poser une question maintenant. Pourquoi on est fini? Je répondrai tout à l'heure. Dans la stratégie, ça ne va pas durer longtemps, c'est un exercice. Donc dans la stratégie de sophistication, je disais donc que l'entreprise vise à satisfaire l'intégralité du DAS en proposant une offre supérieure, une offre plus élaborée. Je vous donne quelques exemples. Dans le secteur automobile, c'est un secteur facile pour vous, pour comprendre et identifier les stratégies. J'ai évoqué déjà dans un précédent cours les différents groupes stratégiques. Mais si vous prenez le groupe stratégique constitué par des constructeurs ou des marques plutôt un peu élitistes, BMW, Mercedes, etc., bien on a là une stratégie de différenciation. Mercedes essaye quand même de satisfaire une clientèle la plus large possible, mais va essayer de se différencier. Par exemple, dans les années 70, les voitures Mercedes étaient les premières à être équipées de l'ABS. Élément de différenciation qui, par la suite, a été récupéré par ces différents concurrents. Vous voyez bien là le problème posé par le phénomène de rattrapage. L'autre risque de cette stratégie de sophistication, c'est qu'à vouloir tirer l'offre vers le haut, s'il vous plaît, les prix suivent, les prix augmentent aussi. Et à un moment donné, à vouloir proposer une offre plus élevée, plus chère aussi, on risque de diminuer la clientèle et au lieu de couvrir l'ensemble du DAS, eh bien de ne satisfaire que quelques clientèles, que quelques segments de clientèle dans le DAS. C'était le problème de Mercedes à un moment donné. À force de proposer des produits plus technologiques, plus attirants du point de vue de l'aménagement intérieur, et donc plus cher, ben, la base de clientèle s'était tellement réduite qu'à un moment donné, ils ont décidé de revenir à une clientèle plus large. C'est là où ils ont sorti la classe A, modèle d'entrée de gamme chez Mercedes, pour essayer de récupérer les différents segments de clientèle. Donc le risque de cette stratégie de sophistication, c'est qu'à un moment donné, à force d'être trop, finalement, d'être plus intéressant, on risque d'être trop, une offre trop complète, trop riche, trop chère, et donc il va s'en suivre une réduction de clientèle. Et pourtant, la stratégie Mercedes, c'est pas d'être un peu justement luxueux. Oui, c'est de proposer des produits plus luxueux, plus technologiques, mais pour une clientèle qui voulait quand même assez C'est pas large. contradictoire. Vous avez une large clientèle, mais
du luxe, des produits high-tech qui s'adressent quand même à une clientèle assez large. J'oppose cette stratégie-là à la stratégie, par exemple, de Maserati, où là, on est dans l'élitisme complet, et là, on sera sorti de la stratégie de différenciation. Ça, c'est pour la stratégie de sophistication. À l'inverse, autre stratégie, toujours de différenciation, la stratégie